Mon père s'est penché vers le micro lors du gala de luxe et a ricané, « Voici la mendiante de la famille ». Il a ricané dans le micro, et la salle s'est empressée de se prêter à son humour. Mon frère a ajouté froidement qu'il aurait souhaité n'avoir jamais été mon frère, tandis que ma mère détournait le regard comme si le silence pouvait encore la protéger. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas bougé. Je me tenais là, portant des années de mépris. C'est alors que le PDG s'est avancé, sa voix perçant le brouhaha. « Mesdames et messieurs, a-t-il dit, avant de continuer, il y a quelque chose que vous devez comprendre à son sujet. » Le silence s'est fait dans la salle, et c'est à ce moment-là que ma famille a réalisé que l'histoire à laquelle elle croyait était sur le point de s'effondrer. Les rires se sont éteints par fragments. Certaines personnes se sont interrompues en pleine respiration, hésitant entre continuer ou se retrancher dans une confusion polie. J'ai regardé leur visage changer, j'ai observé la façon dont les têtes se tournaient lentement vers la scène, puis revenaient vers moi, puis vers mon père, qui tenait toujours le micro comme un homme n'ayant pas encore compris qu'il ne contrôlait plus le récit. Les lustres au-dessus de nous semblaient faiblir, bien que je sache que ce n'était que ma perception qui se rétrécissait au silence se propageant dans la salle de bal. 300 invités, peut-être plus, tous vêtus de robes et de costumes sur mesure, ont soudainement pris conscience que quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Le tintement des coupes de champagne s'est arrêté. Le murmure des conversations s'est évaporé. Ce qui restait était une sorte de retenue collective du souffle. J'avais déjà ressenti cela pas ce moment précis, mais la sensation sous-jacente. Le poids familier d'être regardé sans être vu. L'instinct de se rétrécir, de reculer, de laisser l'attention passer sur moi comme le temps qu'il fait. J'avais passé 32 ans à apprendre comment survivre à des moments comme celui-ci, même si je n'avais jamais imaginé qu'un tel moment arriverait si publiquement. La plaisanterie de mon père n'était pas nouvelle. Il m'avait traité de pire dans l'intimité de notre foyer, dans la cruauté désinvolte des dîners de famille et dans les remarques anodines que tout le monde prétendait ne pas entendre, la mendiante de la famille. C'était sa façon de me réduire à quelque chose de gérable, quelque chose qui ne menaçait pas sa compréhension de qui comptait et qui ne comptait pas. J'avais grandi en croyant que cette étiquette était la mienne, qu'elle était simplement la vérité de qui j'étais dans la hiérarchie qu'il avait construite. Mais en me tenant là, dans cette salle de bal, portant une robe que j'avais choisie pour sa simplicité plutôt que pour son prix, j'ai réalisé que l'étiquette ne convenait plus non pas parce que j'avais changé, mais parce que le monde autour de moi avait enfin rattrapé celle que j'avais toujours été. Mon frère se tenait près du bar, son verre à mi-chemin de ses lèvres, figé dans une posture de dédain décontracté qui ne correspondait plus à l'énergie de la salle. Il avait toujours été à l'aise dans son rôle de fils préféré, celui dont les échecs étaient pardonnés et dont les succès étaient amplifiés. Il ne savait pas comment exister dans un espace où sa position était incertaine. Ma mère restait là où elle avait été toute la soirée, légèrement derrière mon père, légèrement sur le côté, occupant exactement l'espace qu'elle s'était toujours accordé. Elle avait le don de disparaître dans sa propre présence, d'être là sans être remarquée, d'éviter les confrontations qui auraient pu me protéger. Je ne lui en voulais plus. J'avais cessé d'attendre qu'elle me choisisse il y a longtemps. Le PDG, un homme nommé Richard Chen, qui avait bâti sa réputation sur la précision et la discrétion, attendait au podium avec la patience de quelqu'un qui comprenait le sens du timing. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'avait pas exigé l'attention. Il avait simplement parlé, et la salle avait répondu. Je savais ce qu'il allait dire. Je savais depuis des mois que ce moment pourrait arriver, bien que je ne l'ai jamais cherché. Je n'avais pas prévu que ma famille soit dans cette salle lorsque la vérité éclaterait. Je n'avais pas orchestré de confrontation. J'avais simplement vécu ma vie, fait mes choix et construit quelque chose qui m'appartenait. Et ce soir, par coïncidence ou par destin, ces chemins parallèles s'étaient enfin croisés. Autour de moi, je pouvais voir les subtils réajustements se produire en temps réel. Une femme en soie émeraude, qui m'avait ignoré plus tôt, me regardait maintenant avec un intérêt renouvelé. Un homme qui avait interrogé mon père sur sa partie de golf m'étudiait à présent avec l'attention prudente de quelqu'un réévaluant un investissement. L'architecture sociale de la pièce basculait, et je ne me trouvais plus dans les fondations. Ce qui m'a surprise, c'est le peu de choses que je ressentais. J'avais imaginé ce moment sous diverses formes au fil des ans, fantasmé sur le jour où ma famille serait forcée de me voir différemment. J'avais espéré de la satisfaction, une revanche, peut-être même de la joie. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un calme étrange, la reconnaissance que ce moment n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de la réalité s'alignant enfin sur la vérité. Mon père a baissé le micro lentement,
son expression passant de la confusion à quelque chose de plus dur, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. C'était un homme qui avait toujours contrôlé l'histoire de notre famille, qui avait décidé qui était digne et qui ne l'était pas, qui avait bâti son identité sur le fait d'être la voie que les autres suivaient. Il ne savait pas comment exister dans une histoire dont il n'était pas l'auteur. Le PDG s'est raclé la gorge, la salle s'est penchée vers lui, et j'ai compris avec une clarté presque physique que tout ce qui avait précédé ce moment avait été une préparation. Les années de silence, les méprises accumulés, la construction lente et patiente de quelque chose hors de leur compréhension, tout cela avait mené ici, dans cette salle de bal, à ce souffle avant la révélation. J'ai regardé Richard Chen, et quelque chose est passé entre nous qui ne nécessitait aucun mot. Il comprenait ce que ce moment signifiait pour moi, et je comprenais ce que cela signifiait pour lui d'être celui qui le livrait. Nous avions travaillé ensemble pendant des années, construit quelque chose ensemble, et nous nous étions fait confiance à travers des décisions qui avaient façonné nos deux avenirs. Il ne faisait pas cela pour le spectacle. Il le faisait parce que c'était vrai. La salle attendait. Ma famille attendait, et j'attendais aussi, bien que ce ne soit pas pour une revanche. J'attendais le moment où l'histoire qu'on m'avait racontée sur moi-même perdrait enfin son pouvoir. Alors que les mots que mon père avait utilisés pour me définir allaient se dissoudre dans l'insignifiance, Richard Chen a recommencé à parler, et je me suis autorisé à ressentir pour la première fois depuis des années quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Le moment est resté suspendu dans mon esprit bien après que la salle de bal se soit vidée. Mais ce n'était pas la révélation elle-même qui me revenait sans cesse. C'était la familiarité de ce qui l'avait précédé, l'aisance exercée avec laquelle mon père avait manié sa moquerie, la façon dont mon frère avait ajouté son accord froid sans hésitation. Il n'avait même pas eu besoin d'y réfléchir. Me rejeter était aussi naturel pour eux que de respirer. J'avais passé mon enfance à apprendre à reconnaître la forme de mon absence, pas une absence physique, car j'étais toujours présente à la table du dîner, toujours incluse dans les photographies de famille qui pendaient dans le couloir de notre maison du Connecticut. Mais il y avait un autre type d'absence, celle qui existe quand les gens regardent à travers vous au lieu de vous regarder. Quand votre voix est entendue mais pas écoutée, quand votre présence est reconnue mais pas valorisée. Mon père ne m'a jamais fait de mal physiquement. Il n'a jamais élevé la voix dans une colère véritable. Son arme était quelque chose de plus raffiné, de plus insidieux. Il utilisait les mots comme d'autres utilisaient les poings, portant des coups qui ne laissaient aucune marque visible mais qui s'accumulaient au fil des ans en quelque chose de lourd et de permanent, la mendiante de la famille, la pensée après coup, celle qu'il faudrait porter. Je me souviens de la première fois où j'ai compris que j'occupais une position différente de celle de mon frère. J'avais 8 ans et Daniel en avait 12, et notre père nous avait emmenés tous les deux à son bureau en ville. C'était un samedi et l'immeuble était presque vide, mais il voulait nous montrer où il travaillait pour nous donner une idée de ce qu'il faisait et de pourquoi c'était important. Il a fait visiter chaque pièce à Daniel, a expliqué chaque fonction et l'a présentée aux quelques collègues qui étaient là. Il a parlé d'héritage et de responsabilité, de l'importance de comprendre comment l'argent circulait et pourquoi. Daniel écoutait avec l'attention sérieuse d'un garçon qui comprenait qu'on le préparait à quelque chose. Je les suivais, sans qu'on s'adresse à moi, sans qu'on me reconnaisse. Quand nous avons atteint le bureau d'angle de mon père, il a assis Daniel dans son fauteuil en cuir et a pris une photo. Je me tenais près de la porte, attendant d'être incluse. La photo a ensuite été encadrée et placée sur son bureau. Je n'étais pas dessus. Ce n'étaient pas des moments dramatiques de cruauté. C'étaient de petites exclusions, presque imperceptibles, qui s'accumulaient en un schéma si constant qu'il devenait invisible pour tout le monde sauf pour moi. Mon père ne me haïssait pas. Il ne me considérait simplement pas comme pertinente pour l'histoire qu'il construisait, l'histoire d'un homme prospère transmettant ses réalisations à son fils. Ma mère existait dans les espaces entre ces moments, une présence qui était toujours proche, mais jamais tout à fait protectrice. Elle avait sa propre façon de survivre dans la maison de mon père, une stratégie d'invisibilité stratégique qui la protégeait de ses côtés les plus tranchants. Elle m'aimait, je crois, de la manière dont elle était capable d'aimer. Mais elle avait fait son choix bien avant que je sois assez vieille pour le comprendre. Elle avait choisi la paix plutôt que la justice, le confort plutôt que la confrontation. Quand je réussissais bien à l'école, elle souriait et me disait qu'elle était fière. Mais les mots semblaient répétés, déconnectés de tout engagement réel envers mes réussites. Quand j'ai gagné le concours de mathématiques de l'État en seconde, elle l'a mentionné au dîner comme si elle annonçait la météo. Mon père a hoché la tête sans lever les yeux de son assiette. Daniel a demandé s'il y avait de l'argent en jeu, et quand j'ai dit non, la conversation est passée à autre chose.
J'ai appris à ne plus attendre de reconnaissance. Plus important encore, j'ai appris à ne plus en avoir besoin. Il y a une sorte de liberté qui vient du fait d'accepter que les gens qui devraient vous célébrer ne le feront jamais, une liberté froide et solitaire, mais une liberté tout de même. J'ai commencé à construire mon sentiment de valeur à partir de matériaux différents, de la satisfaction tranquille des problèmes résolus et des défis relevés, de la connaissance que ma compétence était réelle, même si elle n'était pas vue. Daniel, quant à lui, a grandi exactement dans le rôle que notre père avait conçu pour lui. Il était confiant de cette manière qui vient du fait de n'avoir jamais été mis en doute, charmant de cette manière qui vient du fait d'avoir toujours été loué. Ses échecs étaient traités comme des expériences d'apprentissage, ses erreurs comme des étapes nécessaires à son développement. Quand il a écrasé la voiture de notre père à 17 ans, c'est devenu une histoire drôle lors des réunions de famille. Quand j'ai eu un B en chimie la même année, mon père m'a demandé si je m'appliquais. La disparité était si constante qu'elle a cessé de ressembler à une injustice pour commencer à ressembler à une loi naturelle. Daniel était le fils, et j'étais quelque chose qui existait dans son ombre, non par choix, mais par l'attraction gravitationnelle de l'attention de mon père. Je ne pense pas que Daniel était cruel par nature. Il a simplement absorbé la hiérarchie dans laquelle il était né et n'a jamais remis en question son équité. Le silence de ma mère était la partie la plus difficile. Elle voyait tout, comprenait tout, et choisissait de ne rien faire. Elle croisait parfois mon regard après l'une des remarques de mon père, et j'y voyais quelque chose, une lueur de reconnaissance, peut-être même de la sympathie. Mais elle ne parlait jamais, n'intervenait jamais, ne me prenait jamais à part pour me dire que ce qui se passait était mal. Je me demandais autrefois si elle avait peur de lui. Plus tard, j'ai compris que son silence n'était pas une question de peur, mais de calcul. Elle avait pesé le coût de ma défense par rapport au coût du maintien de sa position, et elle avait fait son choix. Je ne valais pas la perturbation. Au moment où je suis parti pour l'université, j'avais déjà commencé le processus de construction d'une vie séparée, une vie où ma valeur n'était pas déterminée par l'évaluation de mon père. J'ai choisi l'économie non pas parce que c'était ma passion, mais parce que c'était pratique, parce que cela me donnait des outils qui pouvaient se traduire par une indépendance. Je travaillais pendant mes études, gérais mes propres finances et prenais mes propres décisions sans chercher l'approbation de personnes qui ne l'avaient jamais offerte. Je n'ai pas annoncé cette séparation. Je n'ai pas déclaré mon indépendance ni confronté quiconque à ses échecs. J'ai simplement cessé de participer à la fiction selon laquelle je leur appartenais de quelque manière significative que ce soit. Je me présentais pour les fêtes parce que c'était plus facile que d'expliquer mon absence, je souriais lors des dîners où les accomplissements de Daniel étaient célébrés et les miens ignorés, puis je retournais à la vie que je construisais dans les espaces qu'il ne pouvait pas voir. Le rôle qu'il m'avait donné était celui de quelqu'un qui n'importait pas. Je l'ai accepté pendant des années parce que je ne savais pas qu'il y avait une autre option. Mais l'acceptation n'est pas la même chose que la croyance. Et quelque part sous la surface de ma complaisance, je devenais déjà quelqu'un d'autre entièrement. La décision est venue discrètement, comme le font la plupart des décisions importantes. Il n'y a pas eu de moment dramatique de prise de conscience, pas de confrontation qui m'ait forcé la main. Je me suis simplement réveillé un matin pendant ma 3e année d'université et j'ai compris avec une clarté presque physique que j'en avais fini d'attendre d'être vu par des gens qui n'avaient aucun intérêt à regarder. J'avais 20 ans, je vivais dans un petit appartement près du campus que je payais avec une combinaison de bourse et de travail à temps partiel. Ma colocataire était une fille de l'Ohio qui étudiait les soins infirmiers et restait dans son coin, et nous avions développé un rythme de coexistence confortable qui nous convenait à toutes les deux. L'appartement n'avait rien de spécial, mais il était à moi, gagné par mes propres efforts, non contaminé par les opinions de ma famille. Ce matin-là, j'étais assise à ma table de cuisine avec une tasse de café et un tableur ouvert sur mon ordinateur portable, suivant mes dépenses et mes revenus pour le mois. Je faisais cela depuis mes 18 ans, non par nécessité, mais par désir de comprendre où j'en étais, de savoir exactement ce que j'avais et ce dont j'avais besoin. C'était une habitude qui me servirait bien d'une manière que je ne pouvais pas encore imaginer. J'ai réalisé, en regardant ces chiffres, que j'avais passé des années à orienter ma vie autour d'une question qui n'avait plus d'importance. La question avait toujours été, comment leur prouver que je vaux quelque chose ? Mais assise là, dans cette petite cuisine, j'ai compris que la question elle-même était erronée. Je n'avais rien à prouver à personne. J'avais besoin de construire quelque chose pour moi-même, quelque chose qui existait indépendamment de leur approbation ou de leur reconnaissance. Ce ne fut pas une transformation dramatique. Je ne suis pas soudainement devenu confiant ou sans peur.
J'ai simplement déplacé mon attention, redirigé mon énergie de la recherche de validation vers la création de valeur. La différence était subtile mais profonde, comme changer l'angle d'une lentille et voir soudainement une image complètement différente. J'ai choisi la finance parce que j'y étais doué, parce que les chiffres avaient un sens pour moi d'une manière que les relations humaines n'avaient souvent pas. Il y avait une pureté dans les mathématiques, une fiabilité que je trouvais réconfortante. Les chiffres ne mentaient pas, ne faisaient pas de favoritisme, ne prétendaient pas vous voir tout en regardant à travers vous. Ils étaient simplement ce qu'ils étaient, et si vous les compreniez assez bien, ils vous disaient la vérité. J'étudiais sans relâche, non pour impressionner qui que ce soit, mais parce que je voulais sincèrement comprendre. Je lisais des manuels et des études de cas, analysais les tendances du marché et apprenais moi-même les bases de l'analyse d'investissement et de l'évaluation des risques. Mes professeurs ont remarqué mon dévouement, bien que je n'ai jamais cherché leur attention, et plusieurs d'entre eux ont commencé à me conseiller de manière informelle, m'ouvrant des portes dont j'ignorais l'existence. Mon premier stage fut dans une petite société d'investissement à Hartford, le genre d'endroit qui ne recrutait pas dans les écoles prestigieuses, mais qui donnait leur chance aux étudiants prometteurs. J'ai été affecté au département de recherche, où mon travail consistait à compiler des données et à générer des rapports que personne ne s'attendait à trouver particulièrement bons. Mais j'ai pris le travail au sérieux, j'ai appliqué la même rigueur que celle que j'avais développée dans mes études, et en quelques mois, mes rapports étaient lus par des analystes seniors qui m'avaient initialement ignoré. C'est là que j'ai appris la leçon la plus importante de mon début de carrière, la compétence, démontrée avec constance, finit par devenir impossible à ignorer. Je n'ai pas fait de réseautage agressif ni cherché de promotion. J'ai simplement fait un excellent travail jour après jour et j'ai laissé les résultats parler d'eux-mêmes. La firme m'a proposé un poste à plein temps après l'obtention de mon diplôme, et je l'ai accepté même si cela signifiait rester à Hartford alors que mes camarades de classe partaient pour New York ou Boston pour des opportunités plus prestigieuses. Je comprenais quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, le prestige était un pouvoir emprunté, quelque chose qui pouvait être donné et repris par les autres. Ce que je voulais, c'était un pouvoir possédé, celui qui venait du fait de construire quelque chose moi-même. Ma famille n'en savait rien. Je ne leur avais pas parlé du stage, de l'offre d'emploi ou du travail que je faisais. Quand ils m'interrogeaient sur mes projets, je donnais des réponses vagues sur l'exploration des options, les laissant supposer ce qu'ils voulaient. Mon père supposait probablement que je galérais. Ma mère supposait probablement que je finirais par rentrer à la maison et trouver quelque chose de modeste pour occuper mon temps. Daniel ne pensait probablement pas du tout à moi. J'ai découvert mon talent pour la parole presque par accident. La firme avait besoin de quelqu'un pour présenter nos recherches trimestrielles aux clients, et l'analyste senior qui s'en occupait habituellement était malade. Ils m'ont demandé de le remplacer plus par désespoir que par confiance en mes capacités. Et j'ai accepté parce que dire n'en avait jamais été ma stratégie. Je me suis préparé méticuleusement, j'ai pratiqué jusqu'à connaître chaque mot, chaque transition et chaque question possible. Quand je me suis tenu devant ces clients, quelque chose a basculé. La nervosité à laquelle je m'attendais ne s'est pas manifestée. Au lieu de cela, j'ai ressenti un calme étrange, le sentiment que je savais exactement de quoi je parlais et exactement comment le communiquer. Les années de silence dans ma famille m'avaient appris à choisir mes mots avec soin, à ne parler que lorsque j'avais quelque chose qui valait la peine d'être dit. Cette discipline s'est traduite par une présence que les gens remarquaient. Après la présentation, l'un des clients s'est approché de moi et m'a demandé depuis combien de temps j'étais dans le secteur. Quand je lui ai dit moins de 2 ans, il m'a tendu sa carte et m'a dit de l'appeler si jamais je voulais discuter d'opportunités. Je ne l'ai pas appelé immédiatement, mais j'ai gardé la carte, comprenant que des portes commençaient à s'ouvrir. Au cours des années suivantes, j'ai gravi les échelons avec un but délibéré. Chaque étape était choisie non pour le prestige, mais pour l'apprentissage. J'ai travaillé dans une banque régionale, puis dans un cabinet de conseil, puis dans une start-up qui tentait de bouleverser les modèles d'investissement traditionnels. Chaque rôle m'a appris quelque chose de nouveau, a élargi ma compréhension de la circulation de l'argent et de la raison pour laquelle les gens prenaient les décisions qu'ils prenaient. J'ai commencé à animer des séminaires financiers de petits événements au début, puis de plus grands à mesure que ma réputation grandissait. Je n'étais pas une oratrice charismatique au sens traditionnel du terme, mais j'avais quelque chose à quoi le public réagissait, la clarté. Je pouvais prendre des concepts complexes et les rendre compréhensibles, je pouvais percer le jargon et la confusion pour livrer des idées que les gens pouvaient réellement utiliser. Ma famille restait inconsciente de tout cela. J'assistais aux fêtes quand je ne pouvais pas les éviter, je souriais lors des dîners où l'on discutait en détail de la dernière entreprise de Daniel,
et ma vie était survolée en quelques phrases polies. Cela ne me dérangeait plus. Leur ignorance n'était plus une blessure. C'était simplement un fait, comme la météo ou le passage du temps. Je construisais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir dans un monde qu'ils ne comprenaient pas. Et pour la première fois de ma vie, j'étais véritablement heureuse. Daniel avait toujours été l'avenir vers lequel notre famille se construisait. J'avais compris cela à un âge trop jeune pour l'articuler, je l'avais absorbé à travers les 1000 petits moments qui communiquaient sans mots de quels rêves importaient et lesquels n'importaient pas. Il avait 4 ans de plus que moi, ce qui, dans l'enfance, semble être une génération. Au moment où je formais mes premiers souvenirs, il était déjà établi comme le centre de l'attention de notre père, le destinataire de leçons et d'opportunités dont je n'entendrais parler que de seconde main. Je ne me souviens pas avoir ressenti de ressentiment envers cet arrangement au début. C'était simplement ainsi, comme la gravité ou la couleur du ciel une caractéristique fondamentale du monde dans lequel j'étais né. Notre père n'était pas un homme cruel de manière évidente. Il subvenait généreusement à nos besoins, s'assurait que nous fréquentions de bonnes écoles et menions des vies confortables, et il était présent pour les occasions qu'il exigeait. Mais son attention était une ressource finie, et il l'avait entièrement allouée à Daniel, ne me laissant rien d'autre que l'occasionnel regard de légère déception, comme si mon existence était un brouillon qu'il n'avait pas tout à fait eu le temps d'éditer. Daniel absorbait cette attention comme une plante absorbe la lumière du soleil poussant vers elle, se façonnant autour d'elle. Il n'était pas naturellement brillant, je m'en rendrai compte plus tard, mais on lui avait répété si souvent qu'il était exceptionnel qu'il avait fini par le croire, et la croyance, dans certaines circonstances, peut être une sorte de vérité. Il se comportait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais été sérieusement mis en doute, parlait avec l'autorité de quelqu'un qui s'attendait à être écouté. Le plan de notre père pour lui n'était jamais énoncé explicitement, mais était toujours compris. Daniel apprendrait l'entreprise familiale, prendrait la relève quand notre père serait prêt à se retirer, et porterait le nom de la famille vers la génération suivante avec le succès qu'il méritait. Chaque conversation, chaque opportunité, chaque présentation était orientée vers cet avenir. J'observais depuis la périphérie alors que Daniel était préparé à une vie d'importance. On l'emmenait à des réunions de conseil d'administration alors que j'étais à l'école primaire, on le présentait aux collègues de notre père comme la génération suivante. Ses notes, qui étaient au mieux médiocres, étaient expliquées par le fait qu'il était trop créatif pour le système académique traditionnel. Ses échecs étaient recadrés comme des expériences audacieuses, ses erreurs comme une éducation nécessaire. Quand Daniel a abandonné son premier semestre d'école de commerce, notre père a appelé cela un pivot stratégique. Quand il a passé 2 ans à voyager à travers l'Europe avec l'argent de notre famille, cela a été décrit comme un élargissement de sa perspective. Quand il est enfin revenu et a annoncé qu'il voulait créer sa propre entreprise, notre père a fourni le capital sans hésitation, sans audit préalable, et sans le scepticisme qu'il aurait appliqué à n'importe quel autre investissement. L'entreprise était une start-up technologique d'une certaine sorte, vague dans son but et ambitieuse dans ses promesses. Daniel parlait de rupture et d'innovation en utilisant des mots qu'il avait appris dans des articles de magazines et des conférences TED, et notre père hochait la tête comme s'il comprenait et approuvait. Le modèle économique n'a jamais vraiment eu de sens pour moi, même de mon point de vue éloigné, mais on ne me demandait pas mon avis et je ne l'offrais pas. J'avais appris entre-temps que mes évaluations n'étaient pas les bienvenues dans les discussions familiales. Les rares fois où j'avais partagé mes observations sur les entreprises de Daniel, j'avais été accueilli par le genre de silence qui communique plus que les mots. Mon père me regardait avec quelque chose ressemblant à de la pitié, comme si mes inquiétudes révélaient mes propres limites plutôt que de réels problèmes avec les plans de Daniel. Ma mère changeait de sujet. Daniel souriait de ce sourire propre à quelqu'un qui se sait protégé. J'ai donc cessé de faire des observations. J'assistais au dîner de famille où le progrès de Daniel était célébré, j'écoutais les rapports optimistes qui passaient sous silence les signaux d'alarme, et je gardais mes pensées pour moi. Ce n'étaient pas mes affaires, me disais-je. Ce n'était pas mon argent qui était risqué. Ce n'était pas mon avenir que l'on jouait sur des promesses qui devenaient plus extravagantes à chaque récit. Mais je regardais. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder, de la même manière que l'on ne peut s'empêcher de regarder une voiture qui dérive lentement vers le bord de la route. Je voyais les schémas que notre père refusait de voir, les incohérences dans les histoires de Daniel, la façon dont ses explications devenaient plus élaborées à mesure que les résultats réels devenaient plus difficiles à expliquer. La start-up a épuisé son financement initial en 18 mois. Daniel est revenu vers notre père pour en obtenir davantage, et davantage a été fourni. Le second tour a duré 1 an. Le troisième tour,
qui s'accompagnait de vagues promesses d'une percée imminente, a duré 6 mois avant que Daniel n'annonce qu'il se retirait des opérations quotidiennes pour se concentrer sur la vision stratégique. J'ai compris ce que cela signifiait, même si nos parents ne le comprenaient pas. Daniel n'avait rien bâti de prouvé, rien appris, rien si ce n'est que ses échecs seraient toujours amortis par l'argent de la famille et le déni familial. Il avait reçu tous les avantages et les avait tous gaspillés, non par malchance, mais par le manque fondamental de discipline qui découle du fait de ne jamais faire face aux conséquences. Notre père continuait de le défendre, continuait de justifier les échecs en les présentant comme le coût de l'innovation, et continuait de croire en un avenir qui devenait plus fictif à chaque année qui passait. Je pense qu'il avait besoin d'y croire, il avait besoin que Daniel réussisse parce que le succès de Daniel était son propre succès, sa propre validation, et sa propre preuve que ses choix avaient été les bons. Regarder cela se produire m'a appris quelque chose de précieux sur la nature du privilège. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'opportunités, bien que cela compte, il s'agissait des histoires que les gens se racontaient, les récits qu'ils construisaient pour donner un sens à leurs choix. Notre père avait décidé que Daniel était l'avenir, et il interpréterait chaque preuve à travers ce prisme, peu importe à quel point la réalité contredisait ses conclusions. Je ne faisais pas partie de ce récit. J'existais en dehors de celui-ci, regardant de l'extérieur, voyant clairement ce que ceux à l'intérieur ne pouvaient pas voir. Et j'ai compris, avec une certitude qui s'est ancrée dans mes os, que la scène en train d'être construite pour Daniel ne supporterait pas son poids éternellement. Personne ne m'a invité à l'opportunité qui a changé ma trajectoire. Je l'ai trouvée moi-même, je l'ai reconnue pour ce qu'elle était, et j'ai franchi la porte avant que quiconque puisse me dire que je n'y avais pas ma place. J'avais 28 ans, je travaillais dans une société d'investissement de taille moyenne à Boston, effectuant un travail compétent mais pas exceptionnel, et me bâtissant une réputation solide mais pas remarquable. J'y étais depuis 3 ans, assez longtemps pour comprendre les modèles et les limites de l'entreprise, et assez longtemps pour voir que l'avancement serait lent et dépendant de facteurs échappant à mon contrôle. L'opportunité est apparue sous la forme d'un portefeuille d'actifs en difficulté que personne ne voulait toucher. Une petite banque régionale était en train de faire faillite, son registre de prêts était un fouillis de mauvaises décisions et d'un timing encore pire. Notre cabinet avait été approché pour acquérir potentiellement une partie de ses avoirs. Les associés principaux ont examiné les chiffres et n'ont vu que des risques, des responsabilités et un embarras potentiel. Ils ont passé leur tour, mais j'ai regardé les mêmes chiffres et j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu des modèles sous le chaos, des actifs qui avaient été mal gérés mais qui n'étaient pas sans valeur, et des opportunités enterrées sous des couches d'incompétence et de négligence. J'ai passé 3 semaines sur mon temps personnel sans le dire à personne, à analyser le portefeuille en détail, à construire des modèles et à identifier les pièces qui pouvaient être sauvées et celles qui devaient être abandonnées. Quand j'ai apporté mon analyse à mon superviseur, il m'a écouté avec l'attention polie de quelqu'un qui s'attendait à être déçu. Quand j'ai fini, il est resté silencieux pendant un long moment, regardant mes tableurs avec une expression que je ne pouvais pas lire. Il m'a demandé si j'étais sûr. Je lui ai dit que j'étais aussi sûr que l'analyse pouvait me le permettre, ce qui n'était pas la même chose que d'être certain, mais c'était plus que ce sur quoi la plupart des décisions étaient fondées. Il m'a demandé si j'étais prêt à miser ma réputation sur cette évaluation. Je lui ai dit que oui. Le cabinet a fait l'acquisition, suivant mes recommandations presque exactement. On m'a confié une petite équipe et une responsabilité importante plus que je n'en avais jamais eu. Le poids en était immense, pourtant il s'est posé sur mes épaules comme quelque chose que j'avais attendu toute ma vie de porteur. Les 18 mois suivants ont été les plus difficiles et les plus exaltants de ma carrière. Je travaillais constamment, non pas parce que quelqu'un l'exigeait, mais parce que le travail l'exigeait, parce que chaque décision entraînait des conséquences, et je refusais de prendre ces décisions à la légère. J'ai appris à gérer des personnes, à communiquer clairement, et à faire des choix sous pression et à les défendre lorsqu'ils étaient remis en question. Le portefeuille s'est redressé, pas de manière spectaculaire et pas d'une façon qui a fait la une des journaux, mais de manière constante et fiable. Chaque trimestre était un peu meilleur que les projections, et chaque problème était un peu plus gérable que prévu. Au moment où nous avons vendu les derniers actifs, le cabinet avait réalisé un profit substantiel sur un investissement que tout le monde avait rejeté. Je n'ai pas célébré publiquement. Je n'ai pas cherché de crédit ou de reconnaissance. J'ai simplement noté le succès, classé les leçons que j'avais apprises et commencé à chercher l'opportunité suivante. Ma réputation au sein du secteur a commencé à changer. Je n'étais plus seulement compétent, j'étais quelqu'un qui voyait ce que les autres manquaient, quelqu'un qui pouvait trouver de la valeur là où les autres ne voyaient que du risque. Les invitations à des conférences sont arrivées,
des demandes d'entretien et des offres de concurrents qui avaient entendu parler du succès des actifs en difficulté. J'ai commencé à prendre la parole lors d'événements financiers, non pas comme une figure de spectacle, mais comme quelqu'un ayant une expertise authentique à partager. Mon style n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais il était efficace. Je parlais clairement, répondais directement aux questions et refusais de me cacher derrière le jargon ou la complexité. Les auditoires y étaient sensibles à ce sentiment que je leur disais la vérité plutôt que d'essayer de les impressionner. L'un de ces discours a mené à une conversation qui allait tout changer. Richard Chen était dans l'auditoire, un homme que je connaissais de réputation mais que je n'avais jamais rencontré. Il construisait quelque chose de nouveau, une institution financière qui fonctionnait différemment des banques et des sociétés d'investissement traditionnelles. Après mon intervention, il m'a approché et m'a demandé si j'avais déjà pensé à être plus qu'une employée. Je lui ai dit que je n'avais pensé à presque rien d'autre pendant des années. Il a souri et nous avons commencé à discuter. Les conversations se sont poursuivies pendant des mois, prudentes et délibérées, chacun de nous évaluant l'autre. Richard ne cherchait pas quelqu'un pour suivre des ordres. Il cherchait un partenaire, quelqu'un qui pourrait partager le fardeau de construire quelque chose à partir de rien. Je ne cherchais pas un autre emploi, je cherchais une opportunité de créer quelque chose qui m'appartiendrait. Nous avons trouvé l'un chez l'autre ce que nous cherchions. Richard avait la vision et le capital. J'avais les compétences analytiques et la discipline opérationnelle. Ensemble, nous avons commencé à bâtir. Ma famille ne savait rien de tout cela. J'avais cessé depuis longtemps de partager ma vie professionnelle avec eux, en partie parce qu'ils ne me demandaient jamais rien, et en partie parce que leur indifférence était devenue une sorte de protection. Ils ne pouvaient pas rejeter ce qu'ils ne connaissaient pas, ils ne pouvaient pas diminuer ce qu'ils ne pouvaient pas voir. J'avais 30 ans quand nous avons constitué la société qui allait finalement devenir la banque. Je ne l'ai dit à personne, sauf aux personnes qui avaient besoin de le savoir. Les fondations étaient posées discrètement et soigneusement pour tout ce qui allait suivre. Il y a un moment dans le parcours de tout bâtisseur où la sécurité de travailler pour les autres devient une prison plutôt qu'une protection. J'ai atteint ce moment un mardi ordinaire, assise dans une salle de conférence à écouter des cadres prendre des décisions qui contredisaient tout ce que mon analyse me dictait, et j'ai compris que je ne serais jamais libre tant que je mettrais en œuvre la vision de quelqu'un d'autre. Richard et moi planifions depuis des mois, mais planifier n'est pas la même chose que faire. L'écart entre le concept et l'exécution est rempli de peur, de doutes et de 1000 obstacles pratiques qui font que la plupart des rêves meurent au stade de la planification. J'avais vu cet écart anéantir les ambitions d'autres personnes et j'avais regardé des collègues talentueux se replier sur la sécurité des chèques de paie réguliers et des carrières prévisibles. Je comprenais pourquoi ils faisaient ce choix. L'inconnu est terrifiant, et l'échec n'est pas abstrait quand votre subsistance dépend de la réussite. Mais j'avais déjà survécu à la pire chose que je pouvais imaginer, à savoir être rejeté par les personnes qui auraient dû m'aimer le plus. Comparé à cela, l'échec commercial semblait presque gérable. Au moins, si j'échouais à construire quelque chose de propre, l'échec serait le mien, mérité par mes propres choix plutôt qu'imposé par les limites de quelqu'un d'autre. Nous avons commencé modestement, non pas par manque d'ambition, mais parce que nous respections la réalité. Le secteur des services financiers est lourdement réglementé, intensément concurrentiel et impitoyable face aux erreurs. Nous ne pouvions pas rivaliser avec les institutions établies sur leur terrain. Nous avons donc cherché des espaces où les acteurs traditionnels étaient trop grands ou trop lents pour opérer efficacement. Nous avons trouvé notre créneau dans le prêt aux petites entreprises, au service des entrepreneurs et des commerçants qui étaient trop petits pour que les grandes banques s'en soucient, mais trop légitimes pour les prêteurs prédateurs. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais c'était un travail nécessaire. Et la nécessité crée sa propre sorte de valeur. Je m'occupais des opérations et de l'évaluation des risques pendant que Richard gérait les relations et le capital. Nous nous complétions d'une manière qui semblait presque prédestinée, comblant les lacunes de l'autre, remettant en question les hypothèses de l'autre et construisant quelque chose de plus fort que ce que l'un de nous deux aurait pu construire seul. Les premières années ont été brutales. Nous avons fait des erreurs, certaines coûteuses, et avons appris de chacune d'elles. Nous avons perdu des clients que nous aurions dû garder et gardé des clients que nous aurions dû perdre. Nous avons embauché des gens qui nous ont déçus et avons été déçus par des gens que nous avions embauchés. L'entreprise a failli faire faillite 3 fois au cours des 4 premières années, chaque crise nous obligeant à faire des choix qui semblaient impossibles jusqu'à ce que nous les fassions. Mais nous avons survécu. Plus que survécu, nous avons grandi. Notre réputation d'équité et de jugement s'est propagée dans la communauté des petites entreprises, et les recommandations ont commencé à se multiplier.
Chaque succès menait à une autre opportunité. Chaque client satisfait menait à une autre présentation. La fondation que nous avions construite avec tant de soin a commencé à supporter une structure de plus en plus vaste. Je n'ai pas assisté aux réunions de famille pendant cette période, non par ressentiment, mais par simple nécessité. Je n'avais pas de temps pour le simulacre d'appartenance, pour les sourires et les bavardages qui ne menaient à rien. Quand ma mère a appelé pour demander pourquoi j'avais manqué la fête de l'Action de grâce, je lui ai dit que je travaillais. Elle n'a pas demandé sur quoi je travaillais. C'était très bien ainsi. C'était, en fait, exactement ce dont j'avais besoin. Leur indifférence continue signifiait que je pouvais bâtir sans interférence et grandir sans le poids de leurs opinions. Ils m'avaient rayé de leur vie il y a des années, et leur rejet était devenu un cadeau, une liberté de devenir quelqu'un qu'ils ne reconnaîtraient pas. L'entreprise a grandi. Nous nous sommes étendus du prêt aux petites entreprises à d'autres services. Chaque nouvelle offre s'appuyait sur la fondation de la précédente. Nous avons développé une technologie qui rendait nos processus plus rapides et plus précis, investi dans des personnes qui partageaient nos valeurs, et construit une culture qui attirait et retenait les talents. À ma 35e année, nous n'étions plus petits. Nous n'étions pas encore un acteur majeur du secteur, mais nous étions assez importants pour être remarqués et assez prospères pour être étudiés. Les publications financières ont commencé à écrire sur nous, demandant comment nous avions grandi si vite dans un secteur dominé par des géants. J'ai décliné la plupart des entretiens, préférant laisser le travail parler de lui-même. Richard a insisté pour un portrait, arguant que la visibilité nous aiderait à attirer de meilleurs partenaires et des clients plus sophistiqués. J'ai accepté à contre-cœur, et l'article qui en a résulté était approfondi et juste. Il décrivait notre parcours, notre philosophie et notre succès. Il me mentionnait par mon nom et décrivait mon rôle dans la construction de l'entreprise. Je me suis demandé, en lisant cet article, si quelqu'un de ma famille le verrait. Je me suis demandé si cela changerait quelque chose, si la reconnaissance d'étrangers pouvait d'une manière ou d'une autre se traduire par une reconnaissance de la part des personnes qui m'avaient connu depuis le plus longtemps. Mais même en me le demandant, je connaissais la réponse. Ma famille ne lisait pas de publications financières. Ils ne suivaient pas les nouvelles de l'industrie. Ils vivaient dans un monde où les échecs continus de Daniel étaient justifiés et où mon absence était à peine remarquée. Un article ne changerait rien à cela. Rien ne changerait cela, sauf une confrontation directe. Et une confrontation directe n'était pas ce que je voulais. Ce que je voulais était plus simple et plus profond, je voulais construire quelque chose qui tiendrait debout, qu'ils le reconnaissent un jour ou non. Je voulais prouver, non pas à eux mais à moi-même, que leur évaluation de ma valeur avait été fausse dès le début. Et debout dans le bureau que nous avions construit, regardant l'équipe que nous avions rassemblée, et sachant ce que nous avions créé ensemble, j'ai compris que j'avais déjà réussi. L'invitation au gala est arrivée un jeudi après-midi, livrée par coursier à mon bureau dans une enveloppe de couleur crème avec des lettres en relief. Le sommet financier annuel de Hartford était le genre d'événement auquel j'avais assisté de nombreuses fois au fil des ans, parfois en tant que conférencière, parfois en tant que sponsor, mais toujours en tant que personne ayant sa place dans la salle. Cette année était différente. Cette année, l'invitation était accompagnée d'une demande, serais-je disposé à être honoré comme l'un des leaders distingués du sommet en matière d'innovation ? La reconnaissance s'accompagnait de responsabilités, notamment une place de choix au dîner de gala et des mentions dans le programme de la soirée. J'ai accepté parce que refuser aurait nécessité des explications que je ne voulais pas donner. Le sommet était important pour notre industrie, et une visibilité à ce niveau profiterait à l'entreprise. Mon inconfort personnel était hors de propos dans ces calculs. Ce que je n'avais pas prévu, c'était l'appel téléphonique de ma mère. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé directement mon bureau, ce qui était un acte de prise de contact sans précédent, et a demandé si j'avais entendu parler du sommet de Hartford. J'ai dit que oui. Elle a dit que mon père avait été invité en tant qu'invité de l'un de ses partenaires d'affaires, et que toute la famille prévoyait d'y assister. J'ai senti la collision arriver avant même qu'elle ait fini de parler. 2 mondes qui avaient existé séparément pendant des années étaient sur le point de s'entrecroiser, et je ne pouvais rien faire pour l'empêcher. Ma mère m'a demandé si j'y serais aussi. J'ai dit que oui. Elle a dit que c'était bien, que ce serait bon de me voir, et que peut-être nous pourrions tous nous asseoir ensemble. Sa voix était agréable et distante, la voix qu'elle utilisait quand elle jouait à la famille, plutôt que de la ressentir. Je ne lui ai pas parlé de l'honneur qui m'était fait. Je n'ai pas expliqué mon rôle dans le programme de la soirée. J'ai simplement convenu qu'il serait agréable de les voir et j'ai mis fin à l'appel aussi rapidement que la politesse le permettait.
Les semaines précédant le gala ont été consumées par le travail, par les préparatifs pour la reconnaissance et par les responsabilités qu'elle entraînait. J'ai rédigé des allocutions, approuvé des programmes et coordonné avec les organisateurs de l'événement. À travers tout cela, j'étais consciente de la collision imminente le moment où ma famille entrerait dans une salle où je n'étais pas la personne qu'ils croyaient que j'étais. Je n'ai pas planifié de confrontation. Je n'ai pas élaboré de stratégie de révélation. J'ai simplement continué à faire ce que j'avais toujours fait, me concentrer sur le travail et faire confiance au fait que la vérité émergerait selon son propre calendrier. Richard savait, bien sûr. Il avait rencontré ma famille une fois, brièvement, lors d'une conférence plusieurs années auparavant et avait observé avec une fascination silencieuse comment il parlait autour de moi et à travers moi, sans jamais vraiment reconnaître ma présence. Il m'avait posé des questions à ce sujet après coup, et je lui en avais dit autant que je pouvais en articuler, ce qui n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour qu'il comprenne. Il m'a demandé si je voulais qu'il gère la situation, qu'il organise la reconnaissance d'une manière qui minimiserait la gêne. Je lui ai dit non. Quoi qu'il arrive, au gala arriverait, et je ferai avec comme j'avais fait avec tout le reste dans ma relation avec ma famille, en survivant. Le soir du gala, je me suis habillé avec soin, choisissant une tenue professionnelle et sobre. Je ne voulais pas faire une déclaration par mon apparence, je voulais laisser ma présence parler d'elle-même. Je suis arrivé tôt, comme je le faisais toujours pour les événements où j'avais des responsabilités. J'ai salué des collègues, discuté avec des organisateurs et revu le programme de la soirée une dernière fois. La salle s'est remplie progressivement, avec des personnes élégamment vêtues circulant dans un espace conçu pour impressionner. Ma famille est arrivée ensemble, mon père dans un costume sombre qui coûtait probablement plus cher que ne valait son jugement, ma mère dans quelque chose de convenablement onéreux, et Daniel avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui croit avoir sa place partout. Ils scrutaient la salle à la recherche de visages familiers, d'opportunités et de tout ce qu'ils étaient venus chercher. Ils ne m'ont pas remarqué immédiatement. Je me tenais avec un groupe de collègues, engagés dans une conversation sur les tendances du marché, occupant un espace dans la salle où ils n'auraient pas pensé à regarder. Quand ma mère m'a enfin repéré, elle a fait un signe de la main avec l'enthousiasme de quelqu'un qui joue la reconnaissance plutôt que de la ressentir. Je me suis excusé de ma conversation et je me suis dirigé vers eux. Mon père m'a accueilli d'un signe de tête, mon frère avec quelque chose qui aurait pu être un souriant et ma mère avec le genre d'étreinte qui se termine avant d'avoir vraiment commencé. Ils m'ont demandé comment j'allais, ce que je faisais là, et si j'étais venu avec quelqu'un. J'ai répondu vaguement, détournant leurs questions par mes propres questions. J'ai posé des questions sur leur voyage, sur leur hébergement et sur tout ce sur quoi mon frère travaillait ces jours-ci. La conversation était familière, suivant des schémas établis sur des décennies. Ils parlaient, j'écoutais, ils supposaient, je laissais faire. La dynamique n'avait pas changé, même ici, dans une salle où tout était sur le point de changer. Pendant que nous discutions, j'ai remarqué des gens s'approcher de notre groupe. C'étaient des gens qui voulaient me parler, qui m'avaient reconnu grâce au programme ou grâce à l'industrie. Ils se sont présentés, ont bavardé un peu et ont exprimé leur impatience pour les honneurs de la soirée. Ma famille observait ces interactions avec quelque chose comme de la confusion, incapable de concilier ce qu'ils voyaient avec ce qu'ils croyaient savoir. Le gala a commencé, et nous avons pris place. Ma famille était assise ensemble à une table près du fond, les invités de quelqu'un d'autre, inclus mais pas au centre. J'étais assise à l'avant, à une table réservée aux lauréats de la soirée visible, mais sans explication. Le programme a progressé à travers ses premiers segments, discours et reconnaissance, montant vers les annonces majeures de la soirée. J'écoutais avec une attention partagée, l'autre moitié étant occupée par la conscience de la présence de ma famille et par le moment approchant où tout deviendrait clair. Richard est monté sur scène pour présenter le dernier honneur de la soirée. Il a parlé d'innovation et de leadership, et des qualités qui distinguaient la personne qu'il s'apprêtait à reconnaître. Il a parlé de construire quelque chose à partir de rien, de persévérance et de vision. Il ne m'a pas encore regardé. Il construisait vers quelque chose, créant un contexte pour ce qu'il allait révéler. Et dans ce moment suspendu, j'ai ressenti le poids de tout ce qui m'avait mené ici, chaque rejet et chaque doute, chaque matin de travail silencieux et chaque décision difficile. Tout cela m'avait amené dans cette salle, à ce moment, à cet instant juste avant que la vérité n'émerge. La salle de bal était conçue pour communiquer l'importance. Tout en elle, de la hauteur des plafonds à la qualité des lustres en cristal, proclamait que c'était un espace où des choses importantes se passaient. Les personnes réunies ici le comprenaient instinctivement et se tenaient avec la conscience de soi de ceux qui savaient qu'ils étaient observés.
J'avais été dans des pièces comme celle-ci de nombreuses fois, mais ce soir, c'était différent. Ce soir, je n'assistais pas simplement à l'événement. J'étais au centre de quelque chose qui allait se passer, bien que personne à la table de ma famille ne l'ait encore compris. De ma place près de la scène, je pouvais les voir clairement. Mon père se penchait vers l'homme à côté de lui, parlant avec l'autorité animée qu'il déployait dans les situations sociales. Ma mère souriait à quelque chose que quelqu'un avait dit, son charme exercé s'activant sans effort. Daniel regardait son téléphone, jouant l'ennui comme il avait appris à tout jouer. Il ne regardait pas dans ma direction. J'étais assise trop loin, à une table qu'il n'avait pas examinée de près, parmi des gens qu'il ne connaissait pas. Leur supposition restait intacte que j'étais quelque part au fond de la salle, aussi périphérique ici que je l'avais toujours été dans leur vie. La soirée a progressé à travers ces éléments prévus. Des discours ont été prononcés. Des prix ont été remis. Les applaudissements montaient et descendaient par vagues prévisibles. Je participais aux conversations à ma table, souriais aux moments appropriés et consommais très peu de l'excellente nourriture. Mon estomac était trop noué pour manger, bien que ce ne soit pas de la nervosité. C'était de l'anticipation, la reconnaissance par le corps que quelque chose d'important approchait. Richard a croisé mon regard depuis l'autre bout de la pièce et m'a fait un petit signe de tête. Nous avions discuté de ce moment, de ce qu'il dirait et de la manière dont il le dirait. Il comprenait les enjeux personnels pour moi, bien que j'ai essayé de les minimiser dans nos conversations. C'était un homme perspicace, et il en avait vu assez de ma famille pour tirer ses propres conclusions. Le programme s'est dirigé vers sa finale. Le maître de cérémonie a annoncé la dernière distinction de la soirée, l'honneur pour le leadership distingué et l'innovation. Richard s'est levé de son siège et s'est dirigé vers le podium d'un pas délibéré, celui de quelqu'un qui sait comment commander l'attention. Il a commencé par des remarques générales sur l'industrie, sur les changements qui avaient transformé les services financiers au cours de la dernière décennie, et sur les types de leadership qui avaient rendu ces changements possibles. Sa voix était calme et autoritaire, portant facilement grâce à l'excellente acoustique de la salle. J'ai observé ma famille pendant que Richard parlait. Mon père avait cessé de parler, son attention captée par la mention de figures importantes de l'industrie. Ma mère avait composé son visage dans une expression d'intérêt poli. Daniel avait rangé son téléphone. Richard a commencé à décrire la personne qu'il honorait. Il a parlé de brillance analytique et de la capacité à voir des opportunités là où les autres ne voyaient que des risques. Il a parlé de discipline opérationnelle et de la construction de systèmes capables de passer à l'échelle sans perdre leur intégrité. Il a parlé d'une détermination tranquille et de années de travail menées sans fanfare ni autopromotion. Et il a parlé d'intégrité, la qualité qui sous-tend toute entreprise réussie. J'ai vu mon père hocher la tête avec approbation à ces descriptions, appréciant les qualités honorées sans les relier à quiconque qu'il connaissait. Richard a parlé de l'entreprise que nous avions construite ensemble, bien qu'il ne l'ait pas encore nommée. Il a décrit ses origines, sa croissance et son impact sur les petites entreprises qu'elle servait. Il a parlé des principes qui guidaient nos décisions, de la culture que nous avions créée et de l'équipe qui avait rendu tout cela possible. Mon frère s'est penché et a dit quelque chose à ma mère. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais deviner le contenu, se demander qui était ce parangon, peut-être spéculer sur les relations qui pourraient être nouées. Richard a fait une pause. La salle était maintenant totalement attentive, tout le monde attendant le nom qui compléterait le tableau qu'il avait peint. C'est alors que mon père a fait sa plaisanterie. Il s'est penché vers son voisin de table, avec probablement l'intention de faire un commentaire privé, mais sa voix a porté plus loin qu'il ne l'espérait dans le calme de la salle. « Eh bien, a-t-il dit, espérons que ce n'est pas encore un genre de mendiant de famille. » Les gens à sa table ont ri, le rire forcé de ceux qui se sentent obligés d'apprécier l'humour d'un homme puissant. Mon frère a ajouté quelque chose sur le fait de ne jamais être apparenté à quelqu'un comme ça, sa voix froide et désinvolte. Ma mère n'a rien dit. Elle a baissé les yeux vers son assiette, le même évitement qu'elle avait pratiqué tout au long de mon enfance. Les mots m'ont atteinte clairement, perçant l'anticipation de la salle. J'ai senti leur poids familier, ce rejet exercé qui avait façonné une si grande partie de ma vie. Mais cette fois, le poids s'est posé différemment. Cette fois, je savais ce qui allait suivre. Richard avait entendu, lui aussi. J'ai vu son expression vaciller, je l'ai vu assimiler ce qui venait de se passer, et je l'ai vu décider à cet instant de continuer exactement comme prévu. « Mesdames et messieurs », a-t-il dit, sa voix légèrement plus forte qu'auparavant. Avant de continuer, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur la personne que j'honore ce soir.
La salle est devenue très silencieuse. Même le bruit ambiant de 300 personnes semblait s'être suspendu. Richard a regardé directement la table de ma famille, puis moi, puis à nouveau la foule assemblée. La femme que je m'apprête à reconnaître a construit quelque chose d'extraordinaire grâce à sa propre vision, sa propre discipline et sa propre détermination. Elle n'a jamais cherché la reconnaissance. Elle n'a jamais exigé d'être reconnue. Elle a simplement fait le travail année après année, décision après décision, jusqu'à ce que le travail lui-même devienne impossible à ignorer. Je me suis levé de mon siège et je me suis dirigé vers la scène. Le mouvement a attiré tous les regards dans la salle, y compris ceux de ma famille. J'ai observé leur visage alors que la reconnaissance commençait à poindre, alors qu'ils faisaient le lien entre la femme s'avançant et la fille et sœur qu'ils avaient rejetée pendant 3 décennies. L'expression de mon père est passée de la confusion à l'incrédulité. La main de ma mère s'est portée à sa gorge dans un geste qui aurait pu être de la surprise ou quelque chose d'autre entièrement. Le visage de Daniel est passé par une série d'émotions trop rapides pour être répertoriées. Richard m'a tendu la main pour m'aider à monter sur scène. Je l'ai prise, je me suis stabilisé et je me suis tourné pour faire face à la salle. Permettez-moi de vous présenter, a dit Richard, la fondatrice honorée par Forbes et propriétaire majoritaire de cette institution, ma partenaire, ma collègue, et l'un des esprits financiers les plus fins que j'ai jamais connus, Amelia. Les applaudissements ont commencé, mais je les entendais à peine. Je regardais la table de ma famille, observant le moment où l'histoire qu'ils avaient crue à mon sujet s'effondrait dans l'insignifiance. Les applaudissements continuaient, mais le temps s'était fracturé en quelque chose d'étrange et d'élastique. Je me tenais sur scène à côté de Richard, regardant une salle remplie de visages. Mais les seuls visages que je voyais vraiment étaient les 3 à cette table près du fond de 3 qui avaient passé toute ma vie à m'enseigner que j'étais inférieure, plus petite, autre. L'expression de mon père s'était figée dans quelque chose d'indéchiffrable. C'était un homme qui s'enorgueillissait de son sang-froid, de ne jamais être pris au dépourvu sans le mot juste ou la réponse appropriée. Mais l'annonce de Richard avait balayé ce sang-froid, laissant place à un vide qui aurait pu être de la confusion ou peut-être le début de la compréhension. La main de ma mère était toujours à sa gorge. Elle me regardait comme on pourrait regarder un étranger qui se révélerait soudain être quelqu'un que l'on a connu autrefois, quelqu'un que l'on avait oublié ou que l'on n'avait jamais tout à fait remarqué. Il y avait de la reconnaissance dans ses yeux, mais elle luttait contre autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. Daniel s'était rétabli plus rapidement que l'un ou l'autre, son visage adoptant une expression que je connaissais bien. C'était l'expression qu'il arborait lorsque la réalité contredisait ses suppositions, une sorte de scepticisme dédaigneux qui lui permettait de rejeter ce qu'il voyait plutôt que d'ajuster sa compréhension. Je ne pris pas la parole immédiatement. Le moment était trop significatif pour être précipité, trop chargé d'années de silence pour être comblé par des mots hâtifs. Je laissai les applaudissements continuer. Laissai l'attention de la salle se poser sur moi comme un vêtement. Laissai la vérité de ma présence sur cette scène devenir indéniable. Richard recula, me laissant le podium et tout ce qu'il représentait. Son rôle était terminé. Ce qui allait suivre n'appartenait qu'à moi. J'avais préparé un discours, bien sûr. J'avais écrit des mots prudents sur l'innovation et le partenariat, sur l'importance de servir les communautés sous-représentées, sur les principes qui avaient guidé notre travail. Mais debout là, regardant ma famille, je compris que ces mots préparés étaient insuffisants. Je parlais à la place depuis quelque chose de plus profond, quelque chose que je portais en moi depuis 30 ans. J'ai appris tôt dans ma vie, commençai-je, ma voix ferme d'une manière qui me surprit, que la valeur n'est pas toujours reconnue par ceux qui nous sont les plus proches. J'ai appris que les familles peuvent nous aimer tout en échouant à nous voir, elles peuvent subvenir à nos besoins matériels tout en nous affamant d'autres manières. La salle était absolument silencieuse. Je ne suivais pas le script attendu pour un discours de remerciement, et tout le monde sentait que quelque chose de plus personnel se produisait. J'ai bâti cette entreprise, continuai-je, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je l'ai bâti parce que j'ai vu un besoin et j'ai cru que je pouvais y répondre. Je l'ai bâti parce que le travail avait du sens et que le défi en valait la peine. Je l'ai bâti parce que je voulais créer quelque chose qui soit à moi, quelque chose qui ne puisse être ni donné ni repris par l'opinion des autres. Je ne regardais pas directement la table de ma famille. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'ils entendaient chaque mot, comprenaient chaque implication. Mais je mentirais si je disais que les rejets de mon passé n'avaient eu aucun effet sur moi. Je mentirais si je disais n'avoir jamais m'être demandé si les personnes qui auraient dû croire en moi avaient raison, si j'étais vraiment aussi insignifiante qu'ils semblaient le penser. L'aveu resta suspendu dans l'air,
plus vulnérable que tout ce que j'avais jamais dit publiquement. Ce que j'ai appris, c'est que les évaluations des autres ne sont pas la vérité. Ce sont des opinions façonnées par leurs propres limites et préjugés, leurs propres peurs et échecs. La vérité est ce que vous bâtissez. La vérité est ce que vous faites quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand la seule reconnaissance vient de votre propre certitude d'avoir bien fait quelque chose. Je marquai une pause, me ressaisissant pour la suite. Ce soir, j'accepte cet honneur avec gratitude et humilité. Je l'accepte au nom de tous ceux qui ont été écartés par ceux qui auraient dû les soutenir, tous ceux qui ont été sous-estimés par ceux qui auraient dû reconnaître leur potentiel. Je l'accepte comme la preuve que les histoires que les autres racontent sur nous ne doivent pas définir nos vies. Les applaudissements qui suivirent furent différents de ceux d'avant. Ils étaient plus profonds, plus soutenus, portant un poids émotionnel qui transcendait l'appréciation polie habituelle. Des gens se levaient maintenant dans toute la salle, répondant à quelque chose qu'ils avaient ressenti dans mes mots. Je regardais la table de ma famille pour la première fois depuis que j'avais commencé à parler. Ils ne se tenaient pas debout. Mon père restait assis, son visage toujours verrouillé dans cette expression indéchiffrable. Ma mère avait des larmes aux yeux, bien que je ne puisse dire s'il s'agissait de larmes de fierté ou de larmes d'autre chose. Daniel regardait à nouveau son téléphone, refusant de s'impliquer dans ce qui se passait. Je m'éloignai du podium et laissai la soirée se poursuivre. Il y avait des mains à serrer, des félicitations à accepter, des conversations qui requéraient mon attention. La machine de la reconnaissance professionnelle exigeait son dû, et je le lui donnai, me déplaçant dans la salle avec la grâce exercée de quelqu'un qui avait appris à feindre la compétence même quand son cœur était ailleurs. À travers tout cela, j'étais consciente de la présence de ma famille, consciente du changement qui s'était produit dans la dynamique de pouvoir de la salle. Des gens qui brûlaient d'envie de parler à mon père plutôt le regardaient maintenant différemment, recalculant son importance à la lumière de ce qu'ils avaient appris sur sa fille. Des collègues qui avaient ignoré mon existence me cherchaient maintenant, posant des questions, créant des liens, me traitant comme quelqu'un qui comptait. Mon père ne fit aucun geste pour m'approcher. Il resta à sa table, entouré de gens qui ne le voyaient plus comme la personne la plus importante de sa famille. S'agissait-il de fierté, de honte ou de simple confusion, je ne le savais pas. Ma mère finit par s'approcher, se frayant un chemin à travers la foule avec les pas prudents de quelqu'un qui n'est pas sûr d'être le bienvenu. Elle m'atteignit lors d'une pause entre deux conversations et resta là à me regarder avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle, la voix assez basse pour que moi seul puisse l'entendre. La question contenait tellement de choses que j'en ris presque. Pourquoi ne leur avais-je pas dit? Pourquoi n'avait-il pas demandé? Pourquoi n'avait-il pas remarqué? Pourquoi ne s'était-il pas assez soucié pour prêter attention à ce que je devenais? Vous n'avez jamais demandé, dis-je. Vous n'avez jamais posé de questions sur mon travail, ma vie, mes réussites. Vous avez supposé que vous saviez déjà qui j'étais, et vous avez cessé de regarder bien avant que je ne devienne ceci. Elle ne discuta pas. Elle ne le pouvait pas. La vérité de ce que je disais était trop évidente, la preuve de leur négligence trop clairement affichée par leur choc face à la révélation de cette soirée. « Je suis fier de toi, dit-elle enfin, et les mots tombèrent sur moi comme des pierres lourdes et malvenues. Je sais que tu le penses sincèrement, dis-je, mais j'avais besoin de l'entendre il y a 15 ans, il y a 20 ans quand cela aurait signifié quelque chose. Maintenant, ce n'est qu'une information. Maintenant, cela ne change rien. » Elle me regarda avec quelque chose qui aurait pu être de la compréhension. Puis elle s'en alla, retourna vers son mari et son fils, retourna vers l'unité familiale qui ne m'avait jamais tout à fait incluse. Le reste du gala se passa dans une sorte de brouillard. Je jouais le rôle qu'on attendait de moi, mais mon attention était partagée entre le moment présent et le règlement de comptes plus vaste que je savais ne faire que commencer. Mon père ne me parla pas cette nuit-là. Il resta à sa table jusqu'à ce qu'il soit socialement acceptable de partir, puis s'en alla avec ma mère et mon frère sans tenter de m'approcher. Je les regardais partir leur sortie banale, 3 personnes quittant un événement où elles avaient découvert qu'elles étaient moins importantes qu'elles ne l'avaient cru. Je restai jusqu'à la fin, remplissant mes obligations de lauréate. Richard me trouva pendant un moment de calme et me demanda si j'allais bien. Je lui dis que oui, ce qui n'était pas entièrement vrai mais l'était assez. J'étais en train de traiter, d'intégrer, d'essayer de comprendre ce qui avait changé et ce qui restait identique. Ce qui avait changé était extérieur. La salle savait maintenant qui j'étais, ce que j'avais bâti, la position que j'occupais dans l'industrie. Les gens qui m'avaient ignoré ne m'ignoreraient plus.
La reconnaissance professionnelle avait été publiquement confirmée. Ce qui restait identique était intérieur. J'étais toujours la personne que j'avais toujours été, celle qui avait bâti quelque chose de précieux par la discipline et la détermination. La reconnaissance ne me rendait pas plus capable ou plus méritante que je ne l'avais été ce matin-là, elle rendait simplement ma capacité visible aux yeux de gens qui avaient choisi de ne pas la voir auparavant. Je retournai à ma chambre d'hôtel tard cette nuit-là et restai assise dans le noir pendant un long moment, réfléchissant à ce qui s'était passé et à ce qui se passerait ensuite. Ma famille allait devoir réagir d'une manière ou d'une autre. Ils allaient devoir intégrer cette nouvelle information dans leur compréhension de qui j'étais, ils allaient devoir réconcilier la fille et la sœur qu'ils avaient méprisées avec la fondatrice et dirigeante qui avait été honorée sous leurs yeux. Je ne savais pas comment ils géreraient cette réconciliation, s'ils admettraient leurs échecs ou s'ils trouveraient de nouvelles façons de s'en dédouaner. Je soupçonnais la seconde option. Les gens sont remarquablement créatifs pour protéger leur image de soi et construire des récits qui excusent leur comportement et préservent le sentiment d'être bon et raisonnable. Ma famille avait passé des décennies à construire une histoire dans laquelle j'étais insignifiante, et la révélation d'une soirée ne risquait pas de démolir entièrement cette histoire. Le lendemain matin, je reçus un SMS de ma mère me demandant si nous pouvions nous voir pour un café avant mon départ de Hartford. J'acceptai, plus par curiosité que par espoir. Nous nous retrouvâmes dans un café près de mon hôtel, espace neutre où aucune de nous n'avait l'avantage. Elle commanda un thé, je commandai un café. Nous étions assises l'une en face de l'autre comme des étrangères, ce qu'à bien des égards nous étions. Elle commença par des excuses, auxquelles je m'attendais. Elle était désolée qu'il n'ait pas été au courant de ma réussite, désolée qu'il n'ait pas été plus solidaire, désolée pour les années d'oubli et de négligence. Les excuses étaient sincères, je le croyais, mais elles étaient aussi incomplètes. Elle était désolée pour les conséquences sans prendre pleinement conscience des causes. J'écoutais sans l'interrompre, la laissant dire ce qu'elle avait besoin de dire. Quand elle eut fini, je lui posai une question qui germait dans mon esprit depuis le gala, qu'y avait-il en moi qui faisait qu'il était si facile de me négliger? Elle parut surprise par la question, non préparée à sa franchise. Elle commença à esquisser une réponse, puis s'arrêta, réfléchit, et essaya à nouveau. Tu étais toujours si capable, dit-elle enfin. Tu semblais n'avoir jamais besoin de rien venant de nous. Tu gérais tout toi-même, menais ta propre vie, ne demandais jamais d'aide ou d'attention. Il était facile de supposer que tu allais bien. La réponse était éclairante d'une manière qu'elle ne soupçonnait probablement pas. Elle décrivait une stratégie de survie comme s'il s'agissait d'un trait de caractère, interprétant mon adaptation à leur négligence comme la cause de cette négligence. J'avais appris à me débrouiller sans votre soutien parce que votre soutien n'était pas disponible, dis-je. Et tu utilises cette adaptation pour excuser l'échec originel. J'avais besoin d'attention, j'ai simplement appris à ne pas en demander parce que demander ne fonctionnait jamais. Elle absorba cela sans réaction visible, son visage conservant la neutralité plaisante qu'elle avait perfectionnée au fil des années à éviter les conflits. Je pouvais la voir traiter mes mots, les insérant dans le cadre quel qu'il soit qui lui permettait de continuer à croire qu'elle avait fait de son mieux. Ton père veut te parler, dit-elle, changeant de sujet avec une habileté consommée. Il a du mal avec tout cela, mais il veut comprendre. Je réfléchis à cette proposition. Que mon père veuille parler était sans précédent, une rupture avec des décennies de communication unilatérale où il parlait et j'écoutais. Peut-être était-il véritablement prêt à rendre compte de son comportement. Peut-être cherchait-il simplement un moyen de réaffirmer son contrôle sur une situation qui avait échappé à sa gestion. Il peut m'appeler, dis-je, mais je ne vais pas prétendre qu'une conversation peut effacer 30 ans. Je ne vais pas rendre les choses faciles pour aucun d'entre vous. Elle hocha la tête, acceptant cette condition, ou peut-être simplement reconnaissant qu'elle l'avait entendue. Nous finîmes nos boissons dans un silence presque confortable, deux femmes partageant le même sang mais peu d'autre chose, essayant de trouver une nouvelle façon d'occuper le même espace. Avant de nous séparer, elle me demanda si j'étais heureuse. La question me surprit par sa simplicité, son souci apparent pour quelque chose au-delà de la représentation sociale. Je bâtis quelque chose qui a du sens, dis-je. Je suis entouré de gens qui respectent mon travail et apprécient mes contributions. J'ai de l'autonomie, un but et la satisfaction de bien faire des choses difficiles. Quant à savoir si c'est du bonheur, je n'en suis pas sûr, mais c'est suffisant. Elle m'enlaça alors une véritable étreinte plutôt que les contacts superficiels que nous échangions habituellement. Je la laissai me tenir un instant de plus que nécessaire, ressentant le poids complexe des bras d'une mère autour d'une fille qu'elle venait seulement de commencer à voir. Puis je m'éloignai retournant à la vie que j'avais bâtie,
la laissant trouver son propre chemin vers la famille qui allait maintenant devoir se reconfigurer autour d'une vérité qu'ils avaient ignorée pendant bien trop longtemps. Les semaines suivant le gala apportèrent des changements que j'avais anticipés et d'autres qui me surprirent. Les changements anticipés étaient professionnels, nouvelles demandes de partenariat, invitations à des conférences, requêtes médiatiques, l'attention inévitable qui suit la reconnaissance publique. Je gérais cela par l'intermédiaire de notre équipe de communication, acceptant certaines opportunités et en déclinant d'autres sur la base de leurs valeurs stratégiques plutôt que par préférence personnelle. Les changements surprenants étaient personnels, spécifiquement la manière dont ma famille tentait de reconstruire un lien après des décennies de négligence. Mon père appela, comme ma mère l'avait prédit. La conversation fut maladroite et hésitante, deux personnes essayant de communiquer à travers une distance devenue trop grande pour être franchie de façon informelle. Il posa des questions sur l'entreprise, sur mon travail, sur les détails d'une vie qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître. Je répondis à ces questions avec la même brièveté que j'avais toujours utilisée avec lui, fournissant des informations sans élaborer. Il ne s'excusa pas directement, ce n'était pas sa façon de faire. Au lieu de cela, il exprima quelque chose qui aurait pu être de l'admiration mêlée à ce qui aurait pu être du regret. Il dit qu'il m'avait sous-estimé, ce qui était le plus proche qu'il put faire pour admettre qu'il avait eu tort. Il dit qu'il voulait faire mieux, ce qui était une promesse sans engagement spécifique. Je lui dis que j'appréciais l'appel. Je ne lui dis pas que cela changeait quoi que ce soit, car ce n'était pas le cas. Des paroles prononcées après 30 ans d'action contraire ne sont que des paroles, elles n'ont aucun poids face aux preuves accumulées d'un comportement. Daniel appela aussi, ce qui me surprit plus que l'appel de notre père. Il avait toujours été à l'aise dans son rôle d'enfant favori, sûr de sa position au centre de l'attention de notre famille. La révélation au gala avait perturbé cette sécurité, et je pouvais entendre dans sa voix la désorientation de quelqu'un dont la carte ne correspondait plus au territoire. Il demanda si nous pouvions nous voir, juste nous deux, pour parler. J'acceptai, en partie parce que j'étais curieuse de ce qu'il dirait et en partie parce que refuser aurait demandé une énergie que je préférais dépenser ailleurs. Nous nous retrouvâmes dans un restaurant à Boston, terrain neutre pour nous deux. Il était déjà assis quand j'arrivai, paraissant plus vieux que dans mes souvenirs, la confiance que j'avais toujours associée à lui semblant plus mince, plus fragile. Il commença par me féliciter pour la distinction, ce qui sonnait comme une mise en scène mais était probablement sincère. Puis il posa des questions sur l'entreprise, sur la façon dont je l'avais bâtie, sur les décisions qui avaient façonné sa croissance. Ces questions étaient intelligentes, plus intelligentes que je ne l'aurais cru, et je me surpris à fournir des réponses plus détaillées que prévu. Finalement, il posa la question que j'attendais, pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? J'envisageais plusieurs réponses. J'aurais pu être gentille, j'aurais pu adoucir la vérité pour la rendre plus facile à entendre. Mais Daniel avait passé toute sa vie à bénéficier de vérités adoucies, et je décidai qu'il méritait la version sans filtre. Parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je. Parce que chaque fois que j'essayais de partager quelque chose de ma vie, tu changeais de sujet, ou tu regardais ton téléphone, ou tu montrais clairement que mes accomplissements ne t'intéressaient pas. Parce que j'ai appris tôt que je n'étais pas assez importante pour ton attention, et j'ai arrêté d'essayer de gagner quelque chose qui aurait dû être donné librement. Il reçut cela sans attitude défensive visible, ce qui me surprit. Je m'étais attendu à ce qu'ils discutent, expliquent, se défendent comme ils s'étaient toujours défendus. Au lieu de cela, il resta assis avec mes paroles, les laissant faire leur chemin. J'ai été un frère terrible, dit-il enfin. Oui, acquiesçai-je. Tu l'as été. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne le peux probablement pas. Certaines choses, une fois brisées, ne se réparent pas. Le mieux que tu puisses faire est de ne pas les briser davantage. Il hocha la tête, acceptant ce constat avec plus de grâce que je ne l'avais prévu. Peut-être que les années l'avaient changé plus que je ne le réalisais. Peut-être que le gala avait forcé un bilan qu'il avait nécessaire mais jamais recherché. Nous parlâmes pendant une autre heure, la conversation passant graduellement du poids de notre histoire à des sujets plus légers. Il me parla de son travail actuel, une entreprise de conseil modeste mais stable. Il avait appris, dit-il, qu'il n'était pas fait pour les risques entrepreneuriaux qu'il avait une fois tentés. Il était plus apte à soutenir les visions des autres qu'à créer la sienne. Cet aveu représentait une sorte de croissance que je n'avais pas attendue de lui. Le Daniel dont je me souvenais n'aurait jamais reconnu ses propres limites, il aurait recadré chaque échec comme un choix stratégique. Ce Daniel-là semblait plus réaliste, plus terre à accent grave terre, plus conscient de qui il était réellement plutôt que de qui on lui avait dit qu'il pourrait être.
Nous nous quittâmes avec quelque chose qui ressemblait presque à de la chaleur, bien que je fisse attention à ne pas confondre une seule bonne conversation avec une relation transformée. Les schémas de 30 ans ne se dissolvent pas du jour au lendemain. Mais c'était un début, le premier échange authentique que je me souvienne avoir eu avec mon frère. Dans les mois qui suivirent, je maintins le contact avec ma famille d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Pas un contact fréquent, pas un contact intime, mais plus que l'engagement minimal qui avait caractérisé notre relation pendant des années. Je parlais avec ma mère, échangeais occasionnellement des messages avec Daniel, et acceptais des invitations à des réunions de famille que j'avais précédemment déclinées. Les réunions elles-mêmes étaient différentes maintenant. Je n'étais plus invisible, on ne parlait plus par-dessus moi. On sollicitait mes opinions, on reconnaissait mes contributions. La dynamique familiale avait changé, bien qu'il ne fût pas clair s'il s'agissait d'un changement authentique ou d'une façade. Je ne faisais pas entièrement confiance à cette transformation. Trop d'années de preuves contraires rendaient la confiance difficile, mais j'étais prête à observer, à tester, à voir si leur comportement modifié persisterait ou finirait par revenir à des schémas familiers. Ce que je remarquais le plus n'était pas leur changement de traitement à mon égard, mais mon propre changement de rapport à leur traitement. Je n'avais plus besoin de leur reconnaissance. Les années passées à bâtir quelque chose d'indépendant m'avaient libéré de ce besoin. Leur reconnaissance était plaisante mais pas essentielle, appréciée mais pas requise. Cette liberté était la chose la plus précieuse que j'avais gagnée de toute cette expérience, pas l'entreprise, pas la reconnaissance, pas la revanche au gala. C'était la liberté de définir ma propre valeur indépendamment de leur jugement, la liberté de choisir le lien sans désespoir, d'accepter des relations sans dépendance. J'étais enfin arrivé quelque part, pas au triomphe, pas à la vengeance, mais à une sorte de paix qui n'avait rien à voir avec leurs opinions et tout à voir avec ma propre compréhension de qui j'étais devenu. Je n'ai rien gagné cette nuit-là au gala. Gagner implique une compétition, et j'avais arrêté de rivaliser avec les attentes de ma famille des années avant la révélation qui a finalement rendu mon succès visible pour eux. Ce qui s'est passé dans cette salle de bal n'était pas une victoire, c'était simplement la vérité enfin prononcée à voix haute dans un espace où elle ne pouvait être ignorée. Les mois écoulés depuis cette nuit ont été remplis par le travail ordinaire consistant à continuer de bâtir. L'entreprise grandit, fait face à des défis, s'adapte et grandit encore. Le cycle des affaires ne s'interrompt pas pour des révélations personnelles, et je ne le voudrais pas. Le travail est ce qui compte et a toujours été ce qui compte. La reconnaissance a été un instant, le travail est une vie entière. Je pense souvent à ce que signifie la famille et à ce qu'elle devrait signifier. J'ai grandi en croyant que la famille, c'était les gens chez qui vous étiez nés, ceux qui partageaient votre sang, votre nom et votre histoire. Je croyais que leur appartenir était automatique, que leur amour était garanti même quand leur attention ne l'était pas. Je ne le crois plus. La famille, j'en suis venu à le comprendre, n'est pas simplement une question de génétique. C'est un choix renouvelé constamment par l'action. Ce sont les gens qui vous voient et vous estiment, qui sont présents quand être présent est difficile, qui investissent dans votre épanouissement sans attendre de retour. Selon cette définition, ma famille biologique m'avait fait défaut pendant des décennies, tandis que la famille que j'ai bâtie au travail, collègues qui m'ont fait confiance et les partenaires qui m'ont soutenu avaient réussi au-delà de tout ce que j'avais connu auparavant. Cela ne signifie pas que j'ai abandonné mes parents et mon frère. Les liens du sang portent leur propre poids, leurs propres obligations. Je maintiens ces liens, participe aux rituels familiaux et me présente aux occasions qui requièrent ma présence. Mais je ne cherche plus auprès d'eux ce qu'ils ne peuvent pas fournir. Je ne mesure plus ma valeur par leur reconnaissance ou leur absence de reconnaissance. Mon père n'a pas fondamentalement changé. Il est toujours l'homme qui utilisait les mots comme des armes, qui distribuait son attention selon des calculs que je n'ai jamais compris, qui a bâti une hiérarchie dans notre famille avec lui-même au sommet et moi au bas de l'échelle. Le gala a ébranlé cette hiérarchie mais ne l'a pas démolie. Il a trouvé des moyens d'incorporer mon succès dans son récit personnel, de moyens qui minimisent ses propres échecs et maximisent sa contribution génétique à mes accomplissements. C'est ce que font les gens. C'est ce qu'il a toujours fait. Ma mère reste celle qu'elle a toujours été, une femme qui a choisi la paix plutôt que la justice et qui ne peut tout à fait comprendre pourquoi ce choix a eu un coût. Elle est fière de moi maintenant, dit-elle, et je la crois. Mais sa fierté porte l'astérisque de son retard, la réserve de ses conditions. Elle est fière de moi parce que je suis devenu quelqu'un d'impressionnant. Elle n'était pas fière de moi quand j'étais simplement sa fille travaillant dur et grandissant tranquillement, cherchant une reconnaissance qu'elle n'a pas pensé à offrir. Daniel est celui qui m'a le plus surprise. Le frère qui m'a écarté si cavalièrement au gala est devenu quelqu'un de plus réfléchi,
de plus humble, de plus conscient de ses propres limites. Reste à voir si ce changement est permanent, mais je me suis permis d'espérer que la personne qu'il devient pourrait être quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Je ne regrette pas les années d'invisibilité. Elles m'ont appris des choses que la reconnaissance n'aurait jamais pu m'apprendre. Elles m'ont appris l'autonomie et la compréhension que ma valeur ne dépend pas des témoins. Elles m'ont appris la discipline, la capacité de travailler sans applaudissements parce que le travail lui-même suffisait. Elles m'ont appris le discernement, la capacité de distinguer entre les gens qui me voient et ceux qui ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir. Ces leçons ont fait de moi qui je suis. Elles ont façonné la dirigeante que je suis devenue, les décisions que je prends, la culture que j'ai instaurée dans l'entreprise que j'ai aidé à créer. Je n'aurais pas pu les apprendre dans une famille qui me célébrait, je les ai apprises dans une famille qui me négligeait. Et cet apprentissage, aussi douloureux fut-il, a été son propre genre de cadeau. Aux femmes qui écoutent cette histoire, je sais que vous écoutez, je veux dire quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a 30 ans, votre valeur n'est pas déterminée par les gens qui échouent à la voir. Leur aveuglement n'est pas votre limite. Bâtissez quand même. Grandissez quand même. Devenez qui vous êtes censé être, peu importe qui applaudit ou n'applaudit pas. La scène qu'ils vous refusent n'est pas la seule qui existe. Vous pouvez bâtir votre propre scène, votre propre public, votre propre définition du succès. C'est plus difficile ainsi, plus solitaire au début, plus incertain au milieu. Mais ce que vous bâtissez vous-même ne peut vous être retiré. Ce que vous gagnez par votre propre effort vous appartient d'une manière qu'une reconnaissance héritée ne pourrait jamais égaler. J'ai été appelé la mendiante de la famille par un homme qui ne comprenait pas que j'avais cessé de chercher quoi que ce soit auprès de lui des années avant qu'il ne fasse cette plaisanterie. J'ai été écarté par un frère qui ne réalisait pas que son opinion était devenue hors de propos pour mon sentiment d'exister. J'ai été négligé par une mère qui ne saisissait pas que j'avais déjà trouvé la reconnaissance dont j'avais besoin auprès de gens qui prêtaient réellement attention. Aucun d'eux ne pouvait voir ce qui arrivait. Aucun d'eux ne comprenait qui j'étais devenu. Leur aveuglement était total, et leur choc à la révélation a été proportionnel à cet aveuglement. Mais voici ce que je veux que vous compreniez, la leçon sous toutes les autres leçons de cette histoire, je n'ai pas révélé ma réussite pour leur prouver qu'ils avaient tort. Je n'ai pas cherché ce moment au gala pour me venger. La révélation a eu lieu parce que la vérité finit par émerger, parce que la réalité finit par s'affirmer, parce qu'on ne peut pas cacher la substance éternellement derrière le voile des suppositions d'autrui. J'ai bâti quelque chose de réel. Je suis devenu quelqu'un de capable. J'ai créé de la valeur qui existe indépendamment de la reconnaissance de ma famille. Et quand le moment est venu pour cette réalité de devenir visible, je n'ai pas été réhabilité, j'ai simplement été reconnu pour ce que j'étais déjà depuis des années. La mendiante de la famille possède la banque maintenant non parce qu'elle a gagné quoi que ce soit, mais parce qu'elle a bâti sa propre vérité.